Bonjour Nicolas Luneven, donc on est à bord d'Holcim PRB, ton IMOCA pour le Vendée Globe. Tu pars dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'il y a eu comme chantier d'amélioration depuis que tu as repris la main sur ce bateau? Ouais, bonjour. Qu'est-ce qui a changé sur le bateau depuis que je l'ai repris? Il commence à y avoir pas mal de choses de changer. Déjà là, sur le chantier d'été, on a intégré des nouveaux foils, un petit peu différents des anciens. L'hiver dernier, on a beaucoup modifié tout le système d'énergie. On a changé les panneaux solaires, on a ajouté des hydrogénérateurs à l'arrière du bateau, on a également changé les batteries. Tout ça pour essayer d'optimiser la consommation du bateau, les moyens de recharge pour le Vendée. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je regarde en même temps autour de moi pour ne pas dire de bêtises. On a amélioré de l'ergonomie aussi, avoir un siège de veille à la table à cartes que je peux mettre dans toutes les positions, que je peux aussi mettre dans le cockpit pour un petit peu me reposer, pas vraiment dormir parce qu'on est encore assis dedans, mais c'est un siège. C'est un siège type voiture de course, donc bien confortable, avec les épaules tenues, la tête tenue. On a fait ça, on a modifié aussi tout le poste de navigation, la table à cartes. Écoute, voilà, ça Et commence ça, à ça a être été pas fait mal ça. cet été ou c'était avant les grandes Ah, courses il y a une partie qui a été faite cet hiver, tu vois, l'énergie c'était plutôt cet hiver. Les foils c'était cet été, tout ce qui était ergonomie, table à cartes, siège de veille, etc. c'était cet hiver, mais bon après on a refait des petites bidouilles, des petites améliorations pendant le chantier d'été. Donc tu as pu valider certains Ouais, points oui, bien d'ergonomie, sûr. en tout cas Ouais, ouais. avant de partir sur les Ouais, courses de tout à cet fait. hiver, enfin de Tout à cet fait. hiver du printemps. Oui. Et du coup tu as validé ces Oui. Bah, points-là. les courses du printemps ont permis de valider pas mal de choses, notamment tous les aspects d'énergie. Euh, et puis cet été, bah, je te dis, on a fait les foils, l'intégration des nouveaux foils, ça nécessite de refaire des cales, d'ajuster, de faire toute la finition du foil, l'ajustement dans les cales, ensuite mettre les cales en place, et puis une fois que le bateau est à l'eau, la mise en place des foils en soi, bon, c'est une opération que l'équipe commence à avoir l'habitude de faire, mais il y a toujours cette petite incertitude parce que s'il y a un tout petit loupé, bah, du coup le foil ne va pas rentrer, ou il va y avoir trop de jeu, il faut reprendre, et tout de suite c'est des opérations qui peuvent être un petit peu lourdes. Un foil ça pèse pas loin de 300 kg, donc si tu veux, tu le poses pas sur l'épaule pour l'emmener sur le ponton et l'enfiler dans le bateau, tu vois. C'est tout de suite des opérations qui prennent facilement une demi-journée, donc dès qu'il y a un petit grain de sable dans la belle mécanique, tout de suite ça prend vite du retard. Mais on a eu de la chance, ça n'a pas été le cas, donc tout s'est bien déroulé. Et pourquoi avoir changé de foil alors? Qu'est-ce que tu recherches avec cette nouvelle paire Alors là, il y a d'appendices? deux raisons, hein. C'est que, alors je ne sais pas s'il y a un ordre dans ces raisons-là, mais on souhaitait avoir une paire de foils de rechange au cas où. C'est-à-dire qu'un foil à fabriquer, c'est quasiment 6 mois de travail. Donc, et puis entre les bateaux, les foils ne sont pas forcément interchangeables. C'est-à-dire que je ne peux pas récupérer les foils d'un autre bateau pour pouvoir les mettre sur le mien. Donc si jamais il nous arrivait quoi que ce soit sur un foil, dans les semaines ou les mois qui précèdent le départ du Vendée Globe, on était content d'avoir une solution de secours pour pouvoir prendre le départ du Vendée Globe avec un bateau à 100% de son potentiel. Donc ça c'était une raison. Et l'autre raison, bah, c'était qu'on en a profité pour essayer d'améliorer la version 1 de ces foils-là pour corriger des petits défauts et puis voilà, essayer d'améliorer un petit peu, plus s'orienter Vendée Globe. Donc voilà, c'est ce résultat-là. Et là. Donc il rentre dans la jauge, dans la box, là, j'imagine. Bah Mais oui, bien voilà, sûr. forcément. Ouais. Mais tu cherchais donc peut-être des foils plus adaptés à des longs bords de VMG descente, de portant, On a quoi, un peu, c'est essayé ça? d'améliorer, notre objectif était assez ambitieux, c'est qu'en fait déjà on voulait commencer par ne pas dégrader les performances dans n'importe quelle allure, puisque je pense qu'une des forces du bateau c'est sa polyvalence. Donc on ne voulait pas non plus complètement dire on va en faire un bateau typé pour faire que du portant ou des choses comme ça, parce que je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, parce que le foil c'est une chose, mais il y a aussi la carène, la répartition des masses dans le bateau, le plan de voilure, donc qui font qu'un bateau est performant dans certaines conditions ou dans d'autres. Donc en fait, ne juste se dire bah tiens on va changer les foils et puis on va typer complètement les foils différemment de ce qu'ils ont été faits initialement, je ne sais pas si c'était une bonne solution parce que tu ne changes pas la carène, tu ne changes pas la répartition des masses. Donc voilà, donc on a quand même voulu garder une forme de continuité et donc essayer de garder de la polyvalence et quand même d'améliorer
je dis améliorer, hein, je reviendrai là-dessus, plutôt le portant dans la brise. Donc améliorer, c'est quoi? On peut parler de performance, mais on peut aussi parler, et nous dans notre cas, c'était vraiment ce qu'on recherchait à faire, plus de stabilité, de tolérance dans le passage dans la mer au portant. Donc, Ou à haute vitesse. Voilà, limiter le portant à haute slamming, là, vitesse. c'est ça Ouais, quand c'est ça tape tout le temps et ça Exactement. décroche, Bon, c'est ça? alors, ça tape toujours. Hein, Ça tape toujours. Parce que du coup, comme on a amélioré, ça va quand même a priori un petit peu plus vite. Donc comme ça va un peu plus vite, ça ne va pas dans le sens du confort. Mais globalement, je pense que c'est quand même un plus, quoi. Et tu as eu le temps de les tester dans la brise au portant, là, du coup? On a réussi à faire seulement 2 navigations, mais on a réussi à faire 2 navigations au portant dans la brise avec le bateau. Ouais. Avec des meilleures moyennes de vitesse que précédemment? Voilà, avec des moyennes qui semblaient être un petit peu meilleures que les anciens foils, mais bon, tout ça c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on est encore justement en ce moment en train d'analyser les datas des anciens foils, des nouveaux, pour essayer de comparer avec des chiffres tangibles. Parce qu'il y a les chiffres, mais il y a aussi beaucoup le ressenti du vécu à bord. Tu vois, à la rigueur, est-ce que je veux à tout prix gagner 3 dixièmes de nœud au portant dans la brise, ou je veux avoir un bateau plus confortable qui au final, au bout de plusieurs jours, voire plusieurs semaines de navigation dans ces conditions-là, me permettra d'être plus performant parce que moins fatiguer le matériel aussi, hein. Il y a fatiguer le skipper, mais fatiguer aussi tout le matériel, hein. Si le bateau il est plus agréable à vivre, il est plus agréable partout. C'est-à-dire qu'il y a moins d'usure sur les pièces, sur les pilotes, sur les bouts qui vont raguer, toutes ces choses-là. Un bateau un petit peu plus facile à vivre, tout simplement. D'accord. Et au niveau de la répartition des poids, des ballasts, etc., t'as pas touché ça? On n'a pas fait grand-chose, on a modifié un petit peu le ballast arrière, mais sinon, répartition des poids, on a essayé de reculer un petit peu, mais c'est à la marge, quoi. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, je t'en avais même pas parlé parce que c'est vraiment des modifications à la marge qu'on a fait. Parce que en fait, on était déjà dans une configuration de bateau où les poids étaient relativement reculés, à moins de se lancer dans des chantiers monstrueux. Parce que par exemple, aujourd'hui, on a le moteur qui est au milieu de la zone de vie, à l'intérieur du bateau. On aurait pu imaginer mettre c'est une question qui ne s'est même pas posée, mais aujourd'hui on pourrait imaginer reculer le moteur et le mettre sous le cockpit. Il n'y a pas d'interdiction de jauge par rapport à ça? Le placement du moteur est libre? Ouais. On fait ce qu'on veut? Ouais. Okay. Donc il y a des bateaux qui ont le moteur beaucoup plus reculé que le nôtre, mais bon, reculer un moteur, je te fais pas le dessin que tu vois le dossier à faire en boulot. Donc ça, on a reculé tu vois, on a changé les batteries cet hiver, donc on a profité pour les reculer un petit peu, mais c'est pareil parce qu'on n'a pas fait énormément parce que on a des problématiques de câblage, tu vois. En fait, il y avait une logique d'avoir les batteries à cet endroit-là dans la zone de vie parce que ça limite aussi les longueurs de câbles. Donc on gagne du poids aussi parce que les sections de câbles de batterie sont quand même assez gros, donc c'est le câble qui est lourd. Donc on aurait pu reculer facilement les batteries de 3 mètres, mais ça nous a rajouté quand même quelques kilos supplémentaires. Juste en câble. Et puis en praticité d'intervention, là on les trouvait bien là où elles sont. On a reculé un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Et en termes de voile, le plan de voilure, est-ce qu'il a évolué? Est-ce que tu as déjà réfléchi à tes voiles pour le Vendée? Oui, j'ai déjà réfléchi à mes voiles pour le Vendée. Alors là, sur le défi Azimut, je navigue avec des anciennes voiles parce que les voiles du Vendée, on les préserve, on les garde au chaud. C'est du North Sails? C'est du North Sails. Okay. Pareil, on avait voulu garder la continuité parce que c'était déjà les voiles qui équipaient le bateau. Tu peux m'en dire un peu plus sur les voiles que tu emmènes ou c'est top secret? Écoute, je ne vais pas tout te dire. Il y a 2-3 trucs qui sont un petit peu particuliers. Dis-moi pourquoi c'est particulier, parce que ça joue là-dessus. Des choix de surface, voilà, pour essayer d'optimiser. L'idée, ça a été d'essayer d'avoir une répartition logique des surfaces entre les différentes voiles, quoi, tu vois. C'est-à-dire que dans la démarche, j'aime pas trop l'idée d'avoir 2 voiles qui font plus ou moins la même surface. Parce que ça veut dire qu'elles se recoupent trop sur les ranges d'utilisation et que je préférais étager un petit peu plus les surfaces de voile. Donc on a joué un petit peu là-dessus. Après, on n'a pas fait non plus de révolution. Il y a d'autres bateaux qui ont aussi fait des choix un petit peu dans ce sens-là, voire même plus poussés que les nôtres. Donc, voilà, parce que tu as le droit à 7, c'est ça? Oui, 8 voiles avec le tourmentin. Avec le tourmentin, donc voilà, 7 opérationnels. Parce que j'ai vu, il y a des quads, il y a des...
Oui. Il y a plein de voiles, on va dire, intermédiaires, un peu des Genac, mais plus ou moins creux, plus ou moins volumineux. Donc c'est un peu là-dessus que ça... Ouais, alors déjà il y a la question, bon je pense qu'on va pas, en tout cas dans les bateaux à foil, je pense qu'on va pas être très nombreux À emporter un spi à déjà. emporter de spi. Enfin bon, en tout cas moi j'emporte pas de spi sur le Vendée. Donc après effectivement, donc je vais emporter un grand Genac qui lui est assez... Le J0 là, c'est ça, non? Alors J0 non, le grand Genac généralement on l'appelle le Masted 0. Le J0 c'est plus, c'est une voile qui est plus petite. Hein, le Masted 0 il fait 280 mètres carrés à peu près. Ok. Le J0 il est beaucoup plus petit, il est en dessous des 200 mètres carrés, entre 180 et 190 mètres carrés. Et lui on peut le mettre auprès, le Masted 0, le grand Genac, on le met que au portant VMG. Ah, portant, donc vraiment descente, même à 80 degrés du vent dans Ah la... non, à 80 degrés du vent, tu le mets pas. Non, c'est une voile qui est... En fait, elle fait le tour, tu sais, le bateau sur les côtés, là, on a des outriggers là, pour tenir le mât. Oui, elle revient derrière. Donc en fait, elle revient, elle a un très grand recouvrement, le point d'écoute il est quasiment au niveau du tableau arrière. On le grée sur ce qu'on appelle des jockey pools, qui sont des sortes de tangons qu'on déploie sur le côté du bateau, dans lesquels passe l'écoute, pour pouvoir justement le border en extérieur de ces outriggers. Mais du coup, le résultat, c'est qu'avec cette voile-là, tu peux pas l'offrir du tout. Tu peux pas la rentrer parce que tu es coincé par la outrigger. C'est ta plus grande voile, celle-là. Et ça, c'est en surface, c'est la plus grande C'est la voile, plus et grande. c'est une voile que tu mets que au portant, entre, on va dire, 8 et 16 nœuds de vent, 16-18 nœuds de vent au max. Tu vois. Ok. Puis après, tu as les fractionnés, là, c'est ça, Alors quand, après, quand ça commence à rentrer un peu. Là. Ouais, et puis tu as aussi le J0, du coup, qui est une voile de tête aussi, mais qui, elle, n'a pas de recouvrement. Donc en fait, elle fait pas le tour des outriggers. Donc elle, on peut l'aborder et la rentrer. Donc on peut faire du prêt avec. Puis c'est une voile qui est plus plate aussi. Ok, plate, On peut ok. faire du prêt Comme avec. le J1, comme le J2. Alors, Enfin, il y a encore J1, J2, J3. certains ont sans doute des J1, moi j'en ai pas. Mais pourtant, Donc- c'est structurel le J1, non? Non, c'est le J2. qui Ah, c'est le structurel. J2 qui est Voilà. Le structurel. J2 est structurel. J'ai un J3 qui est donc une trinquette pour faire du prêt dans la brise, mais qu'on utilise aussi beaucoup au portant, en ce qu'on appelle en stessel, en trinquette de portant. Pour Ah oui, la ajouter voile, de elle surface. reste quoi pour l'écoulement. Ouais, c'est ça. exactement. Ok, ok. C'était Exactement, celle. voilà. Ok. Et puis effectivement, après on a des petites Genac, des voiles qu'on met au caplage, qui eux sont beaucoup plus petits pour naviguer au portant dans la brise. D'accord. Donc tu as un J2, J3. Et après J2, J3, ouais, tout à fait. ok. Plus le tourmentant. Et c'est du coup, c'est dans ces petits Génac que ça joue, Dans que les tu veux petites pas me Genac, dire. voilà, Ok, exactement. ok, je comprends, ça marche. Et, qu'est-ce que je veux dire? C'est ton premier Vendée. Oui. On va revenir un petit peu plus à l'humain. T'as peur? Tu appréhendes? Écoute, T'es serein? peur, je dirais pas ça. Après, il va falloir regarder les définitions de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir peur, qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'appréhension. Évidemment, je me pose des questions. Le Vendée Globe, j'y pense. Ça fait un peu plus d'un an que, enfin, ça fait un an que j'y pense. Je pense tous les jours. Maintenant, ça m'empêche pas de dormir. Après, forcément, je me pose pas mal de questions parce que. C'est un exercice que j'ai jamais fait. Alors j'ai quand même fait, j'ai fait pas mal de solitaire, j'ai fait pas mal d'IMOCA, j'ai fait du tour du monde, mais j'ai jamais fait le Vendée Globe. Donc c'est quand même une nouveauté. Et c'est sûr que passer 70, 75, 80 jours tout seul, ça j'ai jamais fait. Et donc ouais, il y a de l'appréhension. Maintenant, je pense que c'est bien d'en avoir, tu vois. Je pense que si j'en avais pas, ce serait pas normal. C'est que ça veut dire que tu passes à côté de quelque chose, parce que si tu te poses pas de questions, c'est que tu risques de louper un truc, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que j'ai vraiment à cœur dans la préparation avec l'équipe d'essayer d'être le plus rigoureux possible dans la préparation pour ne rien oublier. Le sujet est vaste, hein, les bateaux sont compliqués, c'est long, il peut arriver plein de choses, plein de galères techniques. Donc tu vois, hier après-midi, on était justement en réunion sur tout le matériel de secours, l'outillage à emmener à bord. Donc tu vois qu'il y a un vrai sujet. Et on a fait une réunion de 2 heures et le sujet n'est pas encore clos parce qu'il faut qu'on revienne encore sur certains points parce que t'as envie d'en emmener le moins possible pour la performance, t'as envie d'en emmener le plus possible pour te dire J'ai faut que tout je sous la puisse main. parer à toute situation, mais il faut aussi que tu emmènes des choses qui soient réalisables. Par un mec qui est tout seul, qui est fatigué, qui a peut-être froid, qu'on a peut-être marre. Tu vois, donc des sujets de est-ce qu'on emmène un safran de secours, est-ce que ça pèse 35 kg. Pour la performance, tu n'as pas envie de te trimballer 35 kg qui servent à rien, entre guillemets, mais si tu casses un safran, tu es peut-être content de le changer. Est-ce que je suis capable de le changer tout seul? Tu vois, parce que généralement, ça n'arrive pas dans 10 nœuds de vent mer plate, ces petites plaisanteries là. Si tu pètes un safran, c'est que
c'est que c'est la guerre. Ou que tu as tapé quelque chose. Ouais, soit tu as Donc tapé ça... quelque chose, mais si tu as tapé quelque chose, c'est que tu allais très vite, donc c'est qu'il y avait quand même du vent, probablement de la mer. Donc tu vois, c'est ce genre de questions qu'on se pose, des problématiques d'énergie, pareil, hein, parce que tout seul sur un bateau comme ça, si tu n'as plus d'énergie, tu fais plus grand-chose. Donc des rechanges tu vois, de la redondance sur les moyens de recharger les batteries, sur les pilotes automatiques, la strat si jamais les boots, le composite, tu vois, s'il y a une cloison qui s'ouvre en deux. Voilà. Mais donc tu as fait des formations pour tout ça ou c'est l'expérience qui va te Des permettre formations, de te dépatouiller? c'est un petit peu l'expérience, c'est beaucoup d'échanges avec l'équipe, tu vois, parce que justement on travaille ensemble sur qu'est-ce que j'emmène. Vous êtes combien dans l'équipe exactement? On doit être une douzaine. Une douzaine quand même. Ouais. Et avec chacun son corps de métier spécialisé quoi. Ouais, composite, électronique. Tout à fait. Il y a des gens qui font du composite, d'autres qui font de l'électronique, d'autres qui... On a un mateloteur, on a une personne au bureau d'études. Il y a tous les domaines. Voilà, il y a tout ce qui est mécanique, hydraulique, tu vois, les winches, les colonnes, tu vois, c'est pareil, pièces de rechange pour les winches, pour les colonnes, pour système de quilles, tu vois. Alors, j'emmène pas une quille de rechange, j'emmène pas un vérin de quille de rechange, mais par contre, tu as des petites bricoles pour pouvoir... Des pièces périphériques qui peuvent être remplacées, quoi. Exactement. Une pièce périphérique qui casse, un petit truc, un petit composant électronique qui casse, c'est pas très lourd, c'est pas très compliqué à changer, mais il faut juste être capable de détecter la panne, savoir pourquoi ça marche plus, et puis après savoir le changer, faire un branchement. Et donc tu vas partir avec des manuels, quoi, et puis tu auras ton équipe au téléphone. Tout à fait, on travaille là-dessus, sur la rédaction d'un manuel utilisateur, des modes opératoires, tu vois, quoi. exactement, donc des fichiers que j'ai en même temps dans le PC du bateau, mais qui vont être aussi... imprimé, plastifié, collé aux endroits adéquats dans le bateau. Comme ça, si j'ai besoin d'aller intervenir sur le moteur, et ben, j'ouvre le capot moteur, j'ai mes petites fiches, mes petits topos imprimés, plastifiés qui sont là. Pareil, si c'est sur le système de quilles, les batteries, voilà, avec juste quelques photos, les flèches. C'est rassurant, ça. Voilà. Et puis c'est des trucs qu'on s'entraîne à faire. Que vous entraînez. Tu vois, la semaine dernière, on était en Ave il y a quelques jours. Et bah tiens, les conditions se sont prêtées, et ben on s'est fait un démarrage moteur de secours, un truc, qu'est-ce qu'on a fait? On avait fait avant sur le dessal, pareil, réamorçage du dessal. Ah bah oui, il y a un dessal aussi. Quillage à la main, tu vois, si ton moteur de quille tombe en panne, après c'est à l'ancienne, tu pompes à la main pour orienter ta quille. Pas très drôle à faire, hein. J'ai pris une petite suée. Donc là, j'entends bien que c'est donc un des gros points à anticiper même c'est une des clés de la réussite sur un Vendée Globe finalement, être capable de réparer tous les jours la merde qui va subvenir. Oui. Sans que ça se dégrade trop, sans se Alors fatiguer. voilà, faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de merde à arriver pour pouvoir faire de la perf. Mais il y en aura forcément, tu le sais. Mais il y en aura forcément. Okay. Et puis quand ça arrive, il faut tout de suite détecter, pas stopper l'hémorragie pour pas que ça s'aggrave, et puis réparer. Ça ne prenne pas trop d'énergie non plus, parce que si tu peux plus faire la météo... C'est ça. Okay. Ouais. Donc, et question un peu bateau, tu vises la gagne? Tu penses que tu as un bateau pour gagner? C'est difficile de répondre parce que justement, j'ai pas fait cet exercice-là. En tout cas, j'ai un bon bateau. Et puis, on essaye de se préparer du mieux possible. Et puis, on verra bien de quoi je suis capable de faire. Je ferai de mon mieux. Tu dois quand même voir un peu, tu as dû t'étalonner par rapport à tes petits camarades quand même. Te connaissant, t'as un Oui, bien sûr. Ah, c'est le bateau qui saute. Ouais, désolé. Non, c'est le démarrage moteur, c'est ça? Non, je crois que c'est un démarrage de centrale ou redémarrage de centrale. On est dans les dernières petites bricoles, mises à jour. Voilà. Et ouais, donc la météo aussi, gros dossier. C'est dossier, combien d'heures par jour à la table à cartes, la météo? Alors ça, c'est très difficile de te répondre. Combien d'heures par jour, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est un petit peu continu la météo. Tu vois. Tu peux avoir des conditions où c'est très stable, le scénario il se déroule comme prévu, donc tu y accordes pas tant que ça de temps. Okay. Et puis tu peux aussi te retrouver avec une situation extrêmement changeante sur les prévisions à venir, tu vois, sur les quelques jours devant toi, les quelques jours à venir, mais aussi sur le présent. Tu vois, si tu n'as pas le vent qui a été prévu, tu fais quoi, tu vois. Donc là, tu es obligé de creuser. Et c'est de tous les instants, quoi. Donc tu multiplies tes sources de GRIB en fait. Tu multiplies tes sources d'informations, donc ça va être des fichiers GRIB. Les fichiers GRIB, c'est quoi? En fait, c'est des petits fichiers informatiques
que tu charges dans des logiciels de navigation qui vont te permettre deux choses, qui vont te permettre de visualiser avec les petites barbules, là, les petites flèches, la force et la direction du vent, avec des échéances toutes les heures, toutes les 3 heures, toutes les 6 heures, sur X jours à l'avance, hein, sur 8 jours, 10 jours, parfois plus. Alors après, plus tu avances dans le temps, plus la fiabilité se dégrade. Justement, c'est un des paramètres, c'est est-ce que j'ai confiance ou pas dans ma prévision, c'est un des paramètres. Donc là, tu as plusieurs sources où tu peux t'approvisionner. Tu compares tout ça. Et puis après, tu as d'autres éléments. Il y a les images satellites qu'on utilise beaucoup parce que ça permet d'avoir. Ça, c'est pas de la prévision, c'est du temps réel. Mais... Donc, c'est l'image nuageuse en fait que tu vois, par exemple au poteau noir ou dans une trêle. Voilà, par exemple, est-ce qu'il y a des grains qui arrivent? Est-ce que j'ai un front qui arrive? Généralement, il y a les masses nuageuses sont marquées, donc on les voit sur les images satellites. Ça nous permet. Et puis ça, c'est pas. Ça sort pas de nulle part, c'est une photo, donc ça ment pas, quoi. C'est que le front il est là, autant un fichier GRIB peut se tromper. On a des cartes isobariques qui marquent les champs de pression avec les fronts météorologiques, hein, front chaud, front froid, les fronts inclus, etc. Ça aussi on s'en sert beaucoup parce que ça permet en un clin d'œil d'avoir tout de suite la vue de la situation météo, vue générale. Alors on rentre pas dans le détail, mais par contre on dégrossit tout de suite la situation, de se dire ok, l'anticyclone est là, la dépression est là, le front il est là, j'ai une dorsale, j'ai un talweg, j'ai un truc, tout de suite tu arrives à voir si tu auras du vent fort ou pas. Alors je ne saurais pas dire si c'est 35 ou 50 nœuds ou 45 nœuds, mais tout de suite je vois tiens là il y a plutôt du vent fort, là il y a plutôt du vent faible, la direction, la courbure. Voilà, donc tout de suite tu arrives à avoir une vue très schématique, très simple de ta situation météo, avec quelques cartes de prévision pour les jours à venir. Tu affines ça avec des grilles. L'instant présent, tu le vérifies avec des images satellites, avec des observations, et puis avec les logiciels de navigation, tu fais tourner des routages pour essayer de te trouver la meilleure route, le chemin où il faut filer là-dedans. Et puis après, tu regardes d'autres trucs. En fonction de là où tu es, tu peux regarder parfois la température de l'eau. Parce que tu vas changer, tu as du courant et tu sais que tu as un courant chaud qui est dans ce sens-là, donc tu vas regarder ta température d'eau pour. Je peux t'aider, Stéphane et les nuages aussi peut-être, tu regardes là-haut, les baromètres, est-ce que tu regardes encore le baromètre? Ouais, tu regardes le baromètre. Tu regardes encore le baromètre. Bah ouais, parce que tu arrives à te positionner sur. Des fois, tu recales un petit peu ton grid ou ta carte isobarique avec ton barreau, parce que tu vois que tu te rapproches par exemple d'un centre anticyclonique, tu vois ta pression atmosphérique qui monte, puis là tu dis finalement c'est un peu décalé. Le truc c'est que tu vois ça peut se jouer à quelques milles près. Des fois tu vois la dorsale elle a juste une petite excroissance et puis en fait faut pas aller dedans, mais sauf que c'est tellement petit que c'est pas marqué sur les grilles. Ça va pas forcément être visible sur une image satellite. Mais par contre ton barreau il va dire tout de suite que ça monte, tu fais bon ok là faut empanner par exemple ou faut virer et puis voilà. Donc c'est pour ça que c'est impossible de dire combien d'heures tu y passes par jour. J'ai envie de dire que ça va dépendre des conditions. Ça dépend des conditions, mais globalement c'est parce que c'est pas comme si tu disais tu es chez toi et tu dis tiens je vais faire de la météo pendant 2 heures. C'est que là tu es en veille à l'extérieur, assis juste à côté de là où tu es, en train de régler tes voiles, tes trucs, puis là tu dis tiens c'est bizarre, le vent il change, il tourne, il mollit, hop, tu vas à la table à carte, tu vas regarder ton barreau, tu prends ton image stat. Non bah c'est rien finalement, je passais sous un petit nuage, ça n'a pas d'incidence, tu continues ta route et puis finalement non, je creuse et toi alors c'est... Combien de temps j'y passe? Tu pourrais te dire tous les soirs de 8 de 20h à 22h c'est le moment météo. Mais alors, non, c'est pas comme ça. Ça se passe en partie comme ça parce que les fichiers GRIB sont remis à jour 2 ou 4 fois par jour. Donc effectivement, tous les matins, tous les soirs, tu as ces mises à jour. Donc tu récupères les nouveaux fichiers GRIB et c'est reparti. Tu refais tourner les moulinettes, des routages, etc. Mais après, entre ça, tu as le suivi. Et le suivi, il peut être très simple si les conditions sont stables et si la fiabilité dans la prévision est bonne. Et le suivi, il peut être à s'arracher les cheveux si la météo n'est pas conforme à ce qui était prévu, s'il y a des grains partout. Et voilà. Ok, ça marche. Bon, tu m'as l'air... Vaste sujet. Vaste sujet. Et dernière question, d'ici au Vendée Globe, qu'est-ce qui te reste à cocher, à valider? C'est quoi le programme? Quel est le programme? Déjà, là, cette semaine, le défi Azimut à Lorient. Ensuite, on a une semaine, la semaine d'après, dédiée plus à de la technique pour des petits ajustements. Et voilà, donc là, il n'y aura pas trop de naves. Et puis après, on aura quelques naves pour valider. Dernier point, on a encore 2 stages à Port-la-Forêt.
chez toi, quoi. À la maison, voilà, parfait. Et puis voilà, puis ça va vite venir, hein, 18 octobre au Sable d'Olonne. Donc t'es prêt quand même? Là, bien. J'espère. J'espère que je serai prêt. L'important, Donc c'est pas d'être prêt aujourd'hui. il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du boulot. Ah, ok. Il y a encore du boulot, mais ce qui est normal, hein, si c'était prêt aujourd'hui, c'est forcément, c'est quelque chose a été oublié. Donc il y a encore du boulot, mais normalement, on sera prêt. Ok. Merci beaucoup, Nicolas. Bah, de rien.